Ah non, attends, j'ai oublié un truc. Qu'est-ce que c'était? C'est... Ça paraît des mots, mais c'était pas des mots. De toute évidence, Adam invente alors l'hébreu. Avec la langue. je sais plus. Je pensais que vous vouliez que nous parlions en japonais. Avec la langue. Oh, j'ai sur le bout de la langue, ça m'énerve. Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par Laetitia Koya. Alors avant Babel, le langage véritable de Dieu et d'Adam est le chinois. Linguam nostram in qua natisumus. Mon métier de linguiste n'est ni de me faire le chantre d'une langue commune, en l'occurrence l'anglo-américain, ni de faire entendre des accents de Cassandre, d'être une Cassandre cocarde. Avoir sa propre langue comme un trésor et pas comme une prison. À France Culture, où une réputation aussi coriace qu'injustifiée voudrait qu'il n'y eût point de vie infra les sourcils, nous avons un cœur en sus d'une mémoire. Or, l'un et l'autre s'élancent de concert en ce studio, à l'heure de recevoir l'éditeur Pierre-Guillaume de Roux, 50 ans cette année, croisé ici au siècle dernier, dans les années 1980, auprès de producteurs ayant quitté la maison, Eliane Contigny et Olivier Germain Thomas. Pierre-Guillaume de Roux a fait son chemin depuis 3 décennies de la table ronde au Rocher. Il dirige, désormais, une maison qui porte son nom. Le voici qui publie, chez Pierre-Guillaume de Roux, donc, un livre intitulé « Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent et l'esprit hussard ». Cette étude, ou plutôt cette anthologie critique, est signée par lui-même et un second auteur qui fait à nouveau battre la chamade aux palpitants des auditeurs qui se souviennent, Philippe Barthelet, longtemps chroniqueur attitré, sempiternel et heureusement inamovible de Tire ta langue, jusqu'à ce que l'émission connût une éclipse à l'automne 2006. Philippe Barthelet est excusé, il ne reprendra pas le chemin de ce studio. Alors, Pierre-Guillaume de Roux, puisque je vous tiens, je commence par vous assurer de ceci. Pour la première fois, depuis 9 mois, que vous avez publié de Richard Millet, Éloge littéraire d'Anders Breivik, vous ne serez pas interrogé à ce propos, même si le texte qui précède celui-là, dans le même ouvrage de Richard Millet, mériterait une halte en notre émission « Langue fantôme, essai sur la paupérisation de la langue ». Vous ne serez pas interrogé sur ce qui fit scandale à l'automne dernier, mais vous ne couperez pas à la question de l'esprit, du verbe, voire d'une langue de droite, à laquelle nous ramènent, contraints par le sens commun et forcés par une lecture attentive, nos hussards. On ne juge pas le gastéropode à partir de sa seule traînée plus ou moins brillante, mais je rappelle par exemple qu'un récent invité sulfureux de Tire ta langue, l'extrémiste de droite Alain Sanders, prit son pseudonyme en hommage à François Sanders, le personnage de Roger Nimier, apparu dans son premier roman Les épées, publié en 1948. Nimier avec donc 23 ans. François Sanders qui réapparaît en 1950 dans Le Hussard bleu, dont le titre allait donc, sous la plume de Bernard Franck dans Les temps modernes en 1952, servir de casier à homard où l'on parquerait quelques jeunes gens pas très résistants ni très à gauche, les hussards. Y eut-il, chez les hussards, Pierre-Guillaume de Roux, quelque chose de l'ordre de ce qu'écrivit Julien Gracq à propos de Céline? Y eut-il des hommes qui se sont mis en marche derrière leur clairon? Ou faut-il, enfin et définitivement, dissocier ces auteurs et les désincarcérer de prétendus clairons, puisqu'ils maniaient la crécelle, Pierre-Guillaume de Roux? Je crois en effet qu'il faut les désincarcérer, comme vous dites, de ces prétendus clairons, parce que n'oublions pas que les hussards, précisément, ne proclament rien, parce qu'ils se réclament d'une esthétique qui n'est ni celle de Barrès, ni celle de Drieux, ni même celle de Monterland. Je dirais une esthétique ludique qui, sans contrevenir aux règles classiques du récit, transgresse l'ordre
des valeurs morales et le ton sur lequel on en parle. Donc, à bas les clairons. Néanmoins, Pierre-Guillaume Deroux, rappelons qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la droite est dans une nasse dont elle sort d'ailleurs depuis peu sous nos yeux. La droite n'a pas droit de citer. Et eux, non pas parce qu'ils en feraient forcément partie, mais parce qu'ils n'aiment pas les gens réduits à la condition de paria peut-être, manient une espèce de provocation incroyable. Quand il n'y en a que pour le mythe de la résistance, dans les épées, il introduit un milicien. Enfin, il n'arrête pas de semer, on le trouve aussi chez Jacques Laurent, le petit canard, LVF nous voilà, etc. Enfin, ce n'est pas uniquement, me semble-t-il, un parti pris esthétique. C'est aussi quelque chose qui va vers un geste presque. Un geste comme, osons la comparaison, les surréalistes en leur époque le pratiquaient. Il y a une volonté, effectivement, de casser les carcans. Il ne faut pas oublier qu'au lendemain de cette guerre, le poids idéologique est très fort. Les existentialistes ont pris le pouvoir. Sartre domine, rayonne et fustige aussi. Et avec quelle force. Et eux, mais précisément, ce sont des écrivains qui, finalement, veulent affirmer le style et la littérature en s'opposant en quelque sorte au message et au témoignage, en s'opposant au dogme que Sartre veut tenter de faire régner. Donc en effet, dans cette configuration, il y a la provocation, il y a cette espèce de volonté d'aller contre, avec une liberté, une insolence extrême qu'incarne à mon avis, d'une façon très puissante, Roger Nimier, qui est le plus jeune, rappelons-le, des trois. Il est né en 1925. Blondin est de 22. 22 et Jacques Laurent de 19. Mais c'est quand même lui qui mène la troupe. Alors là, vous voyez, finalement, on en revient au clairon. Mais c'est lui qui va mener la troupe. Et en effet, avec ce petit livre d'une insolence, d'une provocation extrême qui s'appelle Les épées, qui paraît en 1948, et qui va être en quelque sorte confirmé par la parution en 1950 de 3 livres encore plus provoquants dans leur ordre, que sont Le Grand d'Espagne, qui est d'abord un hommage à Georges Bernanos, ce qui peut paraître insolite, mais qui en même temps a sa logique et son explication. Et puis, évidemment, le Hussard bleu, qui va donner son nom. C'est à cause de ce Hussard bleu que l'on va nommer ce petit groupe, les Hussards. Enfin, c'est en fait Bernard Franck qui va les nommer ainsi dans un article resté célèbre. Que je rappelais, oui, des temps modernes de 52. C'est sorti en décembre 52. Et je veux quand même souligner, parce que on va certainement un jour ou l'autre nous en faire le reproche ou la critique, Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent et l'Esprit Hussard, car n'oublions jamais que dans ce texte de Bernard Franck, il ne nomme que ces trois-là. Il n'y a pas de Déon, il n'y a pas de Nourricier. Il y a un personnage qui apparaît et qui disparaît aussitôt, si je puis dire, c'est Jean Dutour. C'est le seul à être cité en dehors de ces trois-là. Concernant Roger Nimier, Pierre-Guillaume Deroux, on a vu cette époque de l'après-guerre qui le met en décalage. Mais je découvre, ou j'ai confirmation à la lecture de votre livre, que lui-même était dans un décalage personnel extraordinaire. C'était un enfant précoce, comme on dit aujourd'hui, visiblement. On appelait ça des surdoués, jadis. Vous avez interviewé Michel Tournier en 2010, qui était son condisciple, et qui le montre admirablement. Au lycée Pasteur. Et vous avez retrouvé certaines, et là aussi c'est un intérêt littéraire passionnant, certaines critiques de Robert Poujade. Il s'agit, Robert Poujade, de ce ministre normalien, premier ministre de l'Environnement du temps de Georges Pompidou. Et maire inamovible de Dijon, ayant succédé au chanoine Kir. Exactement. Et Robert Poujade, dans les années 50, faisait de la critique littéraire. Dans la revue Liberté de l'Esprit, animée par Claude Mauriac. Et ce qui est extraordinaire, c'est cette phrase, après qu'il eut lu une critique de Robert Poujade, de Roger Nimier, qui écrit dans une lettre, et il y a cette phrase magnifique, et j'aimerais que vous la commentiez. « Plus qu'un autre, j'ai mis du temps
à m'apercevoir que j'étais majeur. Donc, on veut toujours rappeler les événements, la géopolitique, la politique, la guerre, mais il y avait aussi cela chez lui, je crois, ce destin d'enfant précoce qui souffre d'une forme de dysynchronie perpétuelle. Il est en décalage parce qu'en effet, Michel Tournier le décrit d'ailleurs fort bien, il a ce côté monstrueux et il écrase ses camarades par une espèce de boulimie de lecture, un savoir déjà extraordinaire. Il a tout lu, Cardinal de Rais à André Malraux, toute une bibliothèque a été digérée admirablement. C'est un extraordinaire lecteur et à mon avis un critique littéraire qui aujourd'hui encore mérite qu'on aille relire ces textes qui sont pour la plupart vraiment admirables. Donc en effet, il apparaît toujours un peu ailleurs. Il est prodigieux dans son genre. Et donc il est toujours décalé, déplacé, ne sachant pas très bien comment se comporter. Et c'est pourquoi je crois aussi qu'il va vouloir se constituer, d'où le mythe des mousquetaires, se constituer une fratrie, un groupe d'amis qui pourront échanger avec lui à sa hauteur. Mais cette précocité, Pierre-Guillaume Deroux, premier roman à 23 ans, ultime roman, même pas 30 ans, 28 ans enfin. Oui, 28 ans avec cette histoire d'un amour qui paraît en 52. Et ensuite, silence, pour se consacrer durant les 10 dernières années qui lui restent à vivre, finalement, aux autres. Il va devenir éditeur chez Gallimard. Il va notamment servir Louis-Ferdinand Céline, qu'il va faire ressurgir après la période noire. Et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir lire D'un château l'autre et Nord. Et il va se dépenser comme un beau diable pour que Céline soit à nouveau mis à sa juste place, c'est-à-dire la première. Il va dépenser une énergie, une intelligence critique, une intelligence stratégique absolument prodigieuse. Et n'oublions pas que durant toute cette période, non seulement il est chez Gallimard, mais il est aussi un animateur étonnant, aussi bien dans une revue comme Opéra qu'à la Parisienne, à la Table Ronde, il est partout. Il est une sorte de chef d'orchestre prodigieux. Et ça dure 10 ans, sans parler du cinéma. Avec lequel les rapports n'étaient pas toujours excellents. Quand il meurt à 36 ans, il a donc ce destin, à 36 ans, presque de truchement patriarche. Vous venez de parler de son rôle dans l'édition. Vous parliez aussi de ses activités de presse. Et là, on a l'impression qu'il est d'une modernité, d'une avant-garde qui le rend incroyablement précurseur. Prenons la fameuse manchette d'Opéra en 1951. Surprise à Marigny, Jean-Louis Barrault, encore plus mauvais que d'habitude. Mais Charlie Hebdo n'a rien inventé. Et le reproche que lui fait ce Robert Poujade, critique littéraire avant de devenir ministre, annonce tous les débats qui naîtront à partir de 1977, quand on commencera à parler d'autofiction. Je lis la fin de l'article de Robert Poujade, qui date de 1951 dans La liberté de l'esprit, vous l'avez cité. Quand Roger Nimier aura épuisé ses souvenirs, il faudra bien que le romancier prenne la parole et se décide à nous raconter une histoire. Mais c'est incroyable, on est en 1951. Et donc, comment avons-nous pu oublier l'extraordinaire modernité de ces hussards qui étaient des précurseurs dont on a voulu faire l'espèce de wagon de queue de la clique de Maurras. Exactement. Alors que précisément, ils annonçaient un certain ton de la littérature d'aujourd'hui par un style très vif, avec des phrases très courtes, un sens des formules et un attachement avant tout au style, plus qu'à la narration. Et en tout cas, c'est là qu'ils s'opposent d'une façon très violente. Ils veulent raconter une histoire en toute liberté. Et à cet égard, je trouve que Les Corps tranquilles de Jacques Laurent, paru en 1949, est emblématique, là aussi, d'une formidable... Voilà un roman extraordinairement moderne aussi, car il y a cette volonté de se laisser porter par l'aventure, le hasard, avec des personnages qui surgissent, magnifiques, qui sont pris dans la vie, et qu'ils saisissent, chacun à leur manière, ces hussards, d'une façon tout à fait formidable et moderne. Et on a voulu, en effet, les ringardiser, mais toujours pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que, n'oublions pas qu'on est dans une période toujours d'idéologie où le poids
de cette idéologie pèse encore très fort sur nos épaules à tous, et qu'on n'est pas sorti de cette période de l'après-guerre, en définitive. Néanmoins, Pierre-Guillaume Deroux, il faut citer effectivement Qu'est-ce que la littérature, qui date de 1948. Bon, ils veulent, à coup d'insouciance calculée et parfois excessive, désengager la littérature. Parfait. Mais revenons à ce que disait, parce que je trouve que c'est une intuition extraordinaire, Julien Gracq à propos de Céline, qui s'est mis en marche derrière son clairon. C'est clair. La mise en marche est capitale, je crois, pour comprendre les hussards. Vous avez une écriture de gauche qui ressemble, à l'époque, à une forme de dissertation. On est là pour... Un roman à thèse. Voilà. Bon. Et, en revanche, quand on se met à écrire en suivant non pas forcément son clairon, mais sa plume, les idées qui viennent, ce style totalement débridé et libre, fait aussi, me semble-t-il, que ce qu'il peut y avoir de plus provocateur, de plus bizarre, de plus trouble en l'homme surgit. Et ce ne sont pas forcément des idées de gauche, puisque les idées de gauche, ça consiste à dominer les pulsions pour arriver à une sorte de civilisation proche de la perfection souhaitée, et non pas des instincts barbares. Mais et à servir une cause. Oui, servir une cause en bridant ce qui, en l'homme, dessert, sinon la cause, la civilisation, le vivre ensemble, dit-on aujourd'hui, dans ces phrases un peu clichetonneuses. Mais cette façon d'écrire, quitte à faire surgir, comme un diable de sa boîte, ce qu'on n'aime pas trop voir en l'homme. Nous sommes là au cœur, me semble-t-il, à la fois de ce qu'on a voulu considérer comme une idéologie, mais ce qui est une esthétique et un style. Et j'aimerais que vous insistiez là-dessus, Pierre-Guillaume Deroux. Comment l'écriture obéit à son propre écosystème, à ses propres logiques, à ses propres moments inattendus. Mais précisément, parce que je crois que ce sont des écrivains qui, en effet, ne veulent pas s'enfermer dans une idéologie, ne croient pas d'ailleurs à forcément une perfectibilité, ne croient pas au progrès, et ils ne croient qu'à l'histoire en marche, en quelque sorte. D'où leur goût à chacun pour l'histoire, un goût très prononcé, notamment chez Jacques Laurent. Et ils l'utilisent. Je pense que ce sont chacun à leur manière des désenchantés. Ce sont des gens qui sont nés donc entre 1919 et 1925, qui n'ont pas véritablement participé à la Seconde Guerre mondiale. Jacques Laurent, 19, oui, un petit peu. Un tout petit peu. Comme Michel Déon, le survivant aujourd'hui. Voilà, ils ont effleuré, mais ils ne se sont pas véritablement engagés. Non, ils étaient secrétaires de rédaction à l'Action française pour l'Ain. Voilà. Ils passent quand même 3 mois dans les hussards en 1945, mais ils ne partent pas au combat. Donc il y a aussi là une espèce de regret, une nostalgie, et qui fait que ça reste. Il y a à la fois le sentiment d'avoir été dans l'histoire, d'avoir traversé une période tragique, terrible, et de ne pas avoir été véritablement un acteur de cette période. Mais Pierre-Guillaume Deroux, sentez-vous, même crypté, chez eux, une forme, ou chez certains, de culpabilité? Je ne crois pas qu'on puisse parler de culpabilité. Je ne ressens pas la chose comme ça. Je pense qu'il faut plutôt avoir à l'esprit le sentiment d'être passé à côté. Mais ça ne les rend pas pour autant coupables. Mais il y a le regret de ne pas avoir pu participer à l'action. Et cela les poursuit. Si ce n'est pas une culpabilité, c'est une douleur. Mais c'est plus une douleur, voilà. Je pense que le mot est pertinent. On la sent peut-être le plus chez Antoine Blondin. D'où cette mélancolie qui apparaît dans tous leurs livres. Et chez Blondin peut-être encore plus précisément. Blondin n'était pas passé à côté, si j'ose dire, parce qu'il avait été obligé, selon le terme même du sigle, de faire son STO, le service du travail obligatoire. Et je trouve ça extraordinaire. Et j'aimerais que vous puissiez trouver d'autres exemples, comment l'œuvre finit par les aider à évacuer en resservant les places. Prenons L'humeur vagabonde de Blondin, 1955. Donc, il a participé au STO, il est allé en Allemagne, il a pris le train à la gare de l'Est. D'où l'Europe buissonnière. Et voilà les 3 premières phrases. Après la Seconde Guerre mondiale, les trains recommencèrent à rouler.
on rétablit le tortillard qui reliait notre village à la préfecture. J'en profitais pour abandonner ma femme et mes enfants qui ne parlaient pas encore. C'est poignant. C'est poignant, c'est provocateur, c'est déstabilisant et c'est beau. Vous pourriez évoquer d'autres moments littéraires qui vous reviendraient à l'esprit, comme celui-ci, chez ces trois, donc Antoine Blondin, Jacques Laurent et surtout Roger Nimier et Pierre-Guillaume Mais de moi, Roux. ce qui me frappe quand vous lisez cela, ou quand on relit Les Épées ou Le Hussard bleu, c'est le côté confession, finalement. Confession d'un enfant du siècle. Il y a vraiment cet aspect-là aussi. Donc ce côté très égotiste qu'ils ont chacun à leur manière, avec cette manière de revenir en arrière, cette manière aussi cette difficulté qu'ils ont à quitter l'esprit d'enfance. Et il y a chez chacun, que ce soit Laurent, Nimier ou Blondin, une manière très particulière, très, très belle d'évoquer l'enfance, de rester en quelque sorte dans cet esprit-là. D'où les Trois Mousquetaires, d'où Dumas. Et on y revient toujours avec ces trois-là. Dumas, Dumas. Les Trois Mousquetaires, Nimier a fait une préface extraordinaire. Magnifique, en 51, si je ne me trompe pas, dans le livre de poche, qui depuis a été reprise en folio. C'est une merveilleuse. Et il dit que c'est notre seule épopée depuis le Moyen-Âge. Et je crois que chacun s'y retrouve. Et il y a cet esprit d'enfance qui domine. Et quand vous lisez Les Corps tranquilles de Laurent, vous avez justement sur l'enfance des pages absolument admirables. Donc c'est ça qui me frappe au plus haut point à chaque fois. C'est cette mélancolie et cette quasi-impossibilité à quitter cette période de la vie d'un homme. Enfance et présence de la mort. Oui. D'une façon ou d'une Hantise, autre. même. Oui, et parfois prémonition. Et dans le livre que vous avez publié, Pierre-Guillaume de Roux, à la page 57, il y a un extrait que je voudrais lire, il n'est pas très long, du journal de Jean Cocteau, qui date de 1952, donc 10 ans avant la mort par accident de voiture de Roger Nimier. C'est incroyable. Je lis le passage. Samedi soir, j'avais dîné chez le docteur pour embrasser Loulou de Villemorin, donc Louise de Villemorin, qu'on va opérer à Londres. Il y avait Roussin, Léa Char et Nimier. À 1h du matin, Nimier me ramenait au Palais Royal dans sa Jaguar lorsqu'une voiture qui traversait l'avenue des Champs-Élysées de gauche à droite nous est rentrée dedans. Le choc a été terrible et nous a fait valser 5 fois sur nous-mêmes. Nimier s'étonnait de mon calme, je m'étonnais du sien. Nous sommes sortis intacts de cet accident qui pouvait être mortel. Il a déchiré sa manche gauche, j'ai raflé ma jambe gauche. Il s'écrie « Le chauffeur était sans doute abonné au Figaro littéraire ». Alors là, on a tout. On a cette obsession de la littérature, ce persiflage magnifique et la tragédie. Cette mort qui s'annonce, qui a manqué son coup, mais qui ne manquera pas à chaque fois. Finalement, vous insurgez avec Philippe Barthelet au début du livre contre la taxinomie lamentable de Bernard Franck, aigri, jaloux, gauche corsetée, coincée, envieuse. Mais c'est quand même pas mal trouvé. C'est pas mal trouvé, il faut le reconnaître. Vous le reconnaissez au micro, micro, comme si la parole était plus libre. On peut être injuste aussi et impertinent, parce qu'il faut aussi provoquer justement les discussions. Et je trouve qu'on est dans un pays où parfois on a du mal à les mener, les discussions. Donc c'est bien de piquer un peu pour pouvoir pousser plus loin. Son avantage, ou non d'ailleurs. Donc c'était bien trouvé, je suis d'accord. On ne prête qu'aux riches, au point que le fameux télégramme de 51 à la mort de Gide, adressé à Mauriac, signé Gide, l'enfer n'existe pas. Dissipe-toi. Tu peux te dissiper, prévient Claudel. Enfin, on l'avait attribué à Nimier, alors que c'était sans doute une proche de Saint-Germain-des-Prés. C'est un canular, mais qu'on a très longtemps, en effet, attribué à Roger Nimier. Et donc, il y avait une gaieté vengeresse qui, du point de vue littéraire, se traduisait par un art incroyablement perdu, hélas, du pastiche. Et prenons simplement 56, l'invasion de la Hongrie par les troupes soviétiques. Le père, Jacques Laurent,
signe un texte du nom de Souslov. Vous savez, Michel, parce qu'on ne disait pas Michael encore, Michel Souslov, c'était l'idéologue des soviétiques. Une lettre de Souslov à Jean-Paul Sartre, absolument inouïe. Enfin, il y en a, j'imagine, des flopées d'exemples que vous avez en tête, Pierre-Guillaume Deroux. Mais le pastiche, et on en retrouve notamment de merveilleux aussi dans ce qui va être le roman posthume de Roger Nimier, c'est-à-dire d'Artagnan amoureux. Parce que n'oublions pas que Nimier était nourri par la littérature du XVIIe, qui était son siècle. Il avait lu Madame de Sévigné qu'il connaissait par cœur, il avait relu 7 fois les mémoires du cardinal de Rais, il connaissait son Pascal aussi sur le bout des doigts. Il était véritablement imprégné par les mémorialistes et les moralistes de ce temps. Et quand vous lisez d'Artagnan amoureux, c'est truffé de cette forme du pastiche, de ces références, de ces clins d'œil, mais pas uniquement d'ailleurs au XVIIe, c'est truffé aussi de clins d'œil à la littérature contemporaine, à Françoise Sagan et à Rouletabille. Enfin, il y a 1000 petits... Là aussi, ce sont des gens qui ne cessent de procéder par goût du style, de la littérature, qui est finalement, pour revenir un peu à une question du début de notre entretien, ce sont des gens qui ont toujours choisi la littérature contre la politique. Ils n'ont jamais pris au sérieux la politique, même si vous pouvez me citer la guerre d'Algérie, où chacun, effectivement, a quand même pris des engagements. Mais en définitive, ce qu'ils mettent au-dessus de tout, toujours à chaque instant, c'est la littérature. Là, vous les tirez plutôt vers Nimier, Pierre-Guillaume Deroux, parce que Nimier était celui qui m'apparaît plus Nimier comme le moins aigri. Notamment, ça se joue vis-à-vis de Gaulle, où Jacques Laurent, même s'il est très drôle avec son Mauriac sous De Gaulle, etc., qui lui vaut procès ou vient témoigner en sa faveur François Mitterrand. Et Jérôme Lindon, d'ailleurs. Mais Jacques Laurent soldait, d'une façon ou d'une autre, des contes du passé où l'amertume avait sa place, ce qui n'est jamais le cas de Nimier. Je pensais, en disant cela, vous avez raison de le souligner, je pensais d'abord et avant tout à Roger Nimier. Parce que justement, alors que Jacques Laurent reste d'un antigaullisme forcené jusqu'au bout, Blondin, c'était pas très marqué, enfin De Gaulle n'était certainement pas son idole, il y a chez Nimier une admiration pour le général de Gaulle, incontestable, critique, mais il y a une admiration. Et d'ailleurs, il y a des échanges parfois un peu vifs avec son ami avocat brillantissime Stéphane Eke, qui est aussi l'auteur de quelques textes étincelants. Et Eke était lui aussi violemment anti-gaulliste, et parfois il s'écharpait, notamment sur les mémoires. Il y a des pages très belles dans les journées de lecture de Roger Nimier consacrées aux mémoires de guerre du général de Gaulle.